Alors, salut Didier, Salut Tristan, tu vas bien? Ça se passe bien, le ça confinement? va? Ça va pas mal. Bon, on est confiné évidemment, donc c'est un petit peu particulier, mais en même temps, ça change pas trop de ma vie habituelle. Je suis assez associable en fait, donc si tu veux, ça me dérange pas. Alors, on est deux, c'est vrai que... Voilà, je suis avec Laetitia, mon petit chien, c'est le bonheur quoi. Rien que ça, voilà. J'ai mon petit cercle, ça me suffit, quoi. Bien, alors pour commencer, je te propose que tu nous fasses une petite bio de toi. Hein, Je t'es sors. auteur et puis peintre, hein, si on regarde ton profil. Ouais. Voilà, si tu peux nous faire voilà, une petite présentation de... Alors bon, je vais pas sortir mon CV parce que ce serait infernal, mais j'ai 10 ans à peu près de 10 ans à peu près de scénarios derrière moi, de dialogues pour des séries, pour des clips. Par exemple, on a eu gagné le clip mondial, le concours mondial du clip de Motorhead, par exemple, tu vois, ce genre de choses. Je travaille toujours avec la même personne qui est Enguerrand Prieux, qui est un réalisateur. Voilà, ça fait à peu près 10 ans qu'on est sur des projets différents. On a des choses qui vont arriver très très bientôt également. Et à côté j'écris. Ça a été, disons, une extension du travail que je faisais auparavant. Et accessoirement, je peins, mais ça, c'était plus au départ un truc en dilettante et qui est devenu sérieux, entre guillemets, grâce au Hellfest, parce qu'ils ont aimé ce que je faisais et depuis 2013, on expose chaque année mes toiles là-bas. Et ça permet aussi tu vois, les gens, quand ils sortent les rockstars, quand elles sortent d'interviews, ou même quand ils font de la promo, ils passent devant et des fois, ils sont assez amusés de voir leurs portraits. Alors, certains font des Instagram avec leur portrait juste à côté, ou même, des fois, j'ai la chance de les rencontrer. Ça, c'est pas mal, ce qui a beaucoup aidé aussi. Donc on va parler d'abord dans un premier temps de ta casquette d'auteur, Ouais, parce que tu as pas mal d'actu là-dessus, et puis nous on t'a suivi là-dessus aussi. On s'était rencontrés en 2019 au Hellfest pour ta promo pour Sex, Drug and Rock'n'Roll, que j'ai là. ouais, Hein. très, très Et, sérieux, celui-là. voilà. Donc, était comment, une série d'interviews en fait, hein, que tu avais mené avec des artistes. On avait fait une interview Ouais, à l'époque. Et tu as sorti donc ensuite ton premier, donc 6 corps de cou. ouais. Voilà, celui-là. La première édition sous la main. C'est là. Que j'ai lu et que j'ai beaucoup apprécié. Il y aura la chronique bientôt en ligne. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu euh, de ton passage à l'acte, on va dire, en tant que romancier, parce que c'était un vieux rêve, d'après ce que j'ai compris. Et qu'est-ce qui a fait le déclic, en fait, tu t'es dit, allez, j'y vais. En fait, alors, t'inquiète pas, c'est mon chien que t'entends, hein, c'est Twiggy. Voilà, c'est Twiggy Ramirez. Donc, t'inquiète pas, c'est normal. Le passage à l'acte, c'était presque. J'osais pas le faire au départ parce que j'avais une facilité pour écrire des dialogues et des textes courts, que ce soit pour des clips, comme je t'ai dit, ou même des séries, ou même des choses comme ça. Donc, c'était pas très compliqué pour moi à faire. Après, le fait d'avoir passé du documentaire qui devait être Sex, Drugs and Rock'n'Roll, la fin d'une ère, devait être un documentaire au départ. Mais pour des raisons de droit à l'image, pour des raisons de budget, j'ai finalement basculé dans l'écriture. Et c'est de là que c'est parti, en fait. Et c'est à force d'être dans le milieu du rock, de rencontrer des artistes, que en fait, j'ai mis carrément toutes mes expériences que j'ai pu vivre avec certains, comme Marilyn Manson ou James Kotak, tu vois, des choses, et je les ai mises dans le roman. C'est devenu un roman rock, hein. Six corps de peau est un roman définitivement rock. Et c'est venu naturellement. Et en fait, ça a mis très très peu de temps de passer entre les deux. Du documentaire, c'est-à-dire les interviews, les retranscrire, raconter un peu l'histoire aussi du rock, les événements, faire tout, voilà, faire le montage exact. Et voilà, on est passé directement du côté documentaire à un vrai thriller. C'était D'accord, assez d'accord. naturel. Hmm. Du coup, est-ce que tu peux nous faire un petit pitch de ton roman? Oui, bien sûr. En fait, c'est une histoire assez simple. C'est en fait un animateur radio apprend la mort de son père. Donc, il remonte à Paris de toute urgence pour s'occuper des funérailles avec sa mère. Et il s'agit que son père, en fait, a un métier très particulier.
il collectionne, il permet de retrouver aussi des objets très très rares, des instruments de musique. Ça peut être aussi des costumes, des objets de scène, ce genre de choses. Donc, il y a des collectionneurs, il est en relation avec les artistes, il est en relation avec des collectionneurs à travers le monde. Et donc, son fils se retrouve à faire ce boulot-là. Son père lui donne la boîte, en fait. Et en fait, il va rencontrer un client très particulier qui va lui demander de retrouver une guitare. Et à partir de là, il rentre dans un engrenage assez infernal. Et il y a de l'occulte, je ne peux pas tout révéler parce que sinon, Bien sûr, ça faut pas spoiler. pas spoiler, parce que même fait vraiment le nécessaire pour que même jusqu'à la fin, les gens soient assez surpris de ce qui se passe. Tu confirmes. Et donc, voilà, il part dans cette aventure et il va même se retrouver avec le milieu du black metal en Norvège, il va voyager à Los Angeles. Il y a, c'est un peu, comment te dire, c'est un petit peu ma neuvième porte à moi. Voilà, si tu veux, c'est un peu, pour approcher l'ambiance, voilà, c'est un peu la neuvième porte. C'est vrai que tu as, un style très, très dynamique, très, très facile à lire, c'est hyper agréable. On se fait happer par l'histoire et en fait on bouffe le bouquin assez rapidement parce que c'est hyper agréable à lire et j'engage tout le monde à faire de même. Euh, Il a d'ailleurs été, par rapport à l'article de Rolling Stone qui a été dithyrambique, j'étais très heureux qu'ils en parlent en ces termes. J'ai fait une réédition. Donc, en fait, l'édition que tu as sous la main, c'est la première édition, elle est plus faite. J'en ai quelques exemplaires que je garde sous la main pour les gens qui la veulent, en version dédicacée, mais après, je l'ai réédité moins cher d'ailleurs, mais ça reste la même édition, il n'y a rien qui a changé. Enfin, la couve a changé, mais après, le reste, voilà, c'est cette édition-là. J'ai refait la couve moi-même. Et donc, voilà, la première édition est à 20 euros et la deuxième est à 15. Profitez-en. alors justement, par rapport à la chronique de Rolling Stones, je pense que ça a été quand même pour toi un grand moment. Comment est-ce que tu l'as vécu En fait, j'étais en relation avec le patron de Rolling Stone, Belkacem, et il a lu le roman, il a vraiment eu un coup de cœur. Alors, il faut savoir que normalement, dans le milieu presse, papier, ils font rarement, voire quasiment jamais, des articles sur des livres autoproduits. Il y a toujours une maison d'édition derrière. Donc là, j'ai vraiment eu vraiment beaucoup de chance par rapport à ça. Il a eu un vrai coup de cœur. Il a insisté pour le mettre de faire l'article et de le passer sur la version. Je crois que la version web aussi a un article sur le bouquin. Mais c'est vraiment, ouais, c'est beaucoup de chance. J'ai eu vraiment énormément de chance par rapport à ça. sur la couve, justement, la première couverture de Sex, Drug and Rock'n'Roll, c'est toi qui, Ouais, c'est tes peintures, en fait, c'est une de tes ouais. peintures, celle de Lemmy Motorhead. Mais pas du coup pas sur le roman, mais sur la première édition pour le coup. La Euh, première édition, en fait, je l'ai confiée à mon meilleur ami qui s'appelle Vincent Cléricault, qui est graphiste, qui est vraiment un très grand professionnel là-dessus, et je lui ai donné carte blanche. Et après, la deuxième, c'est moi qui l'ai faite, par contre. hmm. Donc là, ton actu, c'est la sortie aujourd'hui donc des billets aussi inutiles qu'inopportuns. Voilà. Ouais. Alors, s'il y a 22, il y a 22, les 22 billets sur les 2019-2020, il y a à peu près 200 pages. C'est quand même pas trop mal. Et j'ai tenu à le faire à un prix très très bas. Donc, il est à 7 euros seulement Ah, oui. en papier et il est à 3,50 en numérique. Donc, j'ai tenu comme ils étaient publiés sur Facebook. Donc, une certaine partie des gens les ont déjà lus, au moins quelques-uns. Et je me suis dit, bah, autant faire un prix, voilà, un prix sympathique. Même son prix vous fera rire, comme dirait Alain Chabat. Donc, j'ai voulu faire une édition voilà, vraiment à la portée de toutes les bourses, comme on dit. Oui. Comme je te suis sur ce blog-là, justement, Ouais. euh, est-ce que tu peux développer un peu justement ces billets-là? Comment est-ce que ça t'est venu déjà, cette idée-là? Et puis développer un petit peu ce que tu as envie de transmettre à tes lecteurs à travers ces petits billets d'humeur. Ouais. En fait, c'est parti d'un exercice tout bête d'écrire ce que je pensais des festivals de Cannes.
que j'ai fait pendant pas mal d'années. J'ai fait un petit texte comme ça pour rigoler. Et puis, je trouvais que c'était vraiment agréable. Je me sentais vraiment bien dans cet exercice. Parce que je pouvais faire des jeux de mots pourris, tu vois, faire des références, jouer sur le côté, sur un côté dandy que j'ai pas forcément, mais tu vois, jouer un peu l'avocat du diable, ce genre de choses. Et ça m'a vraiment. Donc au début, c'était sur des choses assez simples comme le Festival de Cannes, le Hellfest. J'en ai fait un sur le Hellfest qui a bien marché. Et après, c'est parti sur des faits d'actualité. Donc, il y a un peu un mélange des deux, si tu veux. J'en ai 22 maintenant en actif. Ils sont regroupés dans le livre. D'ailleurs, il y en a 22. Donc, ça traite vraiment de pas mal de choses, en fait. Ce que je veux transmettre, je ne sais pas si le mot transmettre serait le bon terme. C'est plus, peut-être, tu vois, de faire sourire les gens, faire sourire les lecteurs, même sur des choses très graves. Et puis surtout d'avoir cette liberté d'expression. Donc on a énormément de problèmes avec ça en ce moment. Et d'ailleurs, le dernier billet que j'avais fait, était sur l'éducation justement, sur le professeur Paty qui est mort pour avoir voulu enseigner la laïcité. Et c'est quelque chose qui m'a extrêmement choqué, forcément. Et j'ai tenu à parler de ça, de parler d'éducation. Et là, et donc dans ce billet, je parle aussi de l'éducation que j'ai reçue quand j'étais gamin et justement la laïcité, comment elle se présentait à l'époque. Et j'ai reparlé. Et en écrivant ce billet, je me suis souvenu de Salman Rushdie, je me suis rappelé de Véronique Sanson fin des années en 89 aussi. C'était les mêmes années, 88-89. Donc je suis resté dans cette bulle-là parce que j'étais un collégien à l'époque. Tu vois, j'étais un écolier à l'époque, donc je suis resté dans un petit passage historique, entre guillemets, tu vois, pour rappeler que les choses, en fait, ont toujours existé, qu'on avait déjà eu ce problème déjà il y a plus de 35 ans. Et après, il y a des billets plus légers. Hein. J'ai fait un billet sur comment bien choisir sa phrase de sortie, c'est-à-dire, voilà, le meilleur. Au moment de mourir, il vaut mieux toujours avoir une bonne phrase avant de partir, c'est toujours sympathique. Il y a un billet qui a vraiment, vraiment fait beaucoup rire les gens, qui a fait le tour, c'est par non-cannibalisme entre végétariens. Où là, je fais un un petit historique du cannibalisme, par exemple. Donc, tu vois, je traite de sujets assez improbables et j'aime bien jouer avec ça, tout en mettant en plus des choses, comment dirais-je, en mettant des vraies informations. J'enquête quand je fais un sujet sur le cannibalisme, je suis un peu renseigné. Après, j'ai mes expériences aussi, donc tu vois, je retranscris ce genre de choses. Donc ça, en aucun cas, il y a, comment dirais, je suis absolument pas un donneur de leçons. Je donne juste mon avis et, si possible, j'essaye de faire sourire les gens avec ça. Et c'est un vrai bonheur quand tu as des retours positifs ou amusés, c'est très très sympathique. Non, c'est Donc, vrai que c'est très agréable à lire. En plus, ça démystifie un peu certaines choses de l'actualité qui sont très anxiogènes. Je pense qu'on en a vraiment besoin en ce moment. ouais. Et tu parlais de des proches, ça s'intègre vraiment dans sa fameuse phrase, on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde, quoi. C'est-à-dire que voilà, où est la limite de l'humour, particulièrement avec ce qui arrive en ce moment les caricatures, on est en plein dedans, quoi. Donc, il y a des sujets qui m'ont énervé, comme le complotisme, tu vois. Donc, j'en parle forcément, parce que c'est des choses qui nous touchent tous les jours. Et donc, tu vois, après le premier billet que j'ai mis dans le livre, dans le recueil, c'était en fait ma rencontre avec l'Antéchrist. Donc ça part sur un gros délire, quoi. Ce cher Damien, que j'appelle, Ouais. surnomme Damien, qui est dans les remerciements d'ailleurs. Et lui, ça va être un personnage récurrent, je pense. Et tu Hmm. vois, on parle de. Dans l'article, enfin, le billet est assez rigolo, il est un peu science-fiction, enfin, entre guillemets, science-fiction thriller, mais je mets des choses historiques aussi. Je m'amuse. Toujours un exercice amusant. En plus, je m'impose un format. Le billet ne doit pas faire plus de 3 pages sous Word. Donc, c'est-à-dire en gros 4 pages quand il est mis en page, pardon, pour la répétition du mot. Mais voilà, donc c'est un exercice où tu t'imposes en fait une certaine taille de texte, tu vois. Comme un vrai article en fait, quand la presse ils ont tant de mots à dire, tant de mots à poser sur le papier, bah, c'est pareil. Hmm. C'est- Ouais, tout, tout ce que tu écris, je trouve que c'est très cinématographique. Par exemple, bah, le billet dont tu viens de parler avec Damien, moi, ça ouais. m'a fait penser à un film avec Mickey Rourke, je crois que c'est Angel Heart. Ah bah Euh, oui, bah, mais ouais, c'est j'ai retrouvé un peu une ambiance comme ça, un peu ah enfumée, oui, un peu sombre, un peu, tu vois.
Et Sikour-Doku est proche aussi dans l'ambiance, c'est proche, est très très proche d'Angel Heart aussi. J'ai cité La Neuvième Porte, mais Angel Heart aussi, forcément. Enfin, quand tu as lu le livre, comme c'est ton Ouais. cas, voilà, tu peux comprendre les rapprochements avec l'occulte. Parce qu'il y a énormément d'occulte dans le roman. Et Angel Heart, oui, c'est forcément une référence. Forcément. Et Damien, oui, je pense que oui, le Sympathy for the Antichrist, l'article, hein, le billet qui s'appelle comme ça, je pense que oui, il y a un côté, il y a un côté Angel Heart, oui, complètement. Hmm. Ouais. Et je ne peux Euh, pas m'en empêcher, si tu veux. Très souvent, on me le dit que j'ai un côté très cinématographique dans mon écriture, mais je pense que c'est parce que je vois les scènes, en fait. Je vois vraiment les scènes comme elles sont au moment où je les écris. C'est comme quand j'écris des scénars, et les dialogues, c'est pareil. Je sais que je mets un point d'honneur à faire vraiment des dialogues rapides, rythmés, dans mes romans ou dans mes billets, que ce soit, voilà. Et je pense que oui, par extension, c'est à cause du fait que j'ai été vivant scénariste. hmm. Il y a un côté cinématographique, forcément, oui. Ouais. Hmm. Ouais, complètement, ça Référence. se sent. Hmm. Et même des fois référencé, même inconsciemment. Tu nous as donné déjà quelques influences que tu as, hein, des proches, Mm. les films un peu noirs, un peu avec un peu un peu surréaliste aussi Mm. un peu mysticisme. Ouais. Quelles sont tes œuvres, quel que soit le domaine artistique, hein, que ce soit la littérature, le cinéma, la sculpture, la peinture, quelles sont tes œuvres de référence? Si tu partais, si tu Tim, devais partir avec des choses sous le bras, qu'est-ce que tu emmènerais ah, absolument? Parce que, je partirais. Je partirais avec le Club du Mât. Donc, en fait, c'est le livre original qui a inspiré La Neuvième Porte. Il y a aussi un livre d'Anthony Burgess. Anthony Burgess, c'est l'auteur de Orange Mécanique. Il avait fait, ça c'est mon rêve ultime, c'est de l'adapter au cinéma. C'est le royaume des mécréants, en fait, c'est la montée du christianisme vue par les Romains, par un ou deux Romains d'ailleurs, dans le roman. Donc c'est la vie de Jésus et la montée du christianisme pendant la décrépitude de Rome. Et c'est très très bien écrit, c'est assez prenant. Et ce qui est très drôle, c'est que par exemple, sa résurrection, c'est d'un point de vue assez critique aussi. Donc, il dit, par exemple, voilà, la résurrection, il n'est pas mort, il n'est pas ressuscité, il était dans le coma pendant 2, 3 jours, puis il est revenu, tu vois. Enfin, c'est une espèce de démontage comme ça que j'avais adoré. C'est vraiment. Après, j'ai Vernon Subutex, de Dépente, que j'aime beaucoup, parce que c'est rock aussi. J'adore Becbédé, Frédéric Becbédé, je l'adore. On n'a pas un ton similaire, mais presque, j'ai l'impression. Souvent, on m'apparente à Fred Begg, en fait, par rapport à son cynisme, par rapport à la façon dont il démontre certaines choses. Et vraiment, je l'aime beaucoup. Vraiment, j'ai eu la chance de le rencontrer, mais on n'a pas eu le temps de discuter beaucoup. Mais bon, voilà. À l'occasion, ce serait bien de partager quelques verres et discuter. Donc voilà, ce serait un ou deux romans de Fred Begg, Vernon Subutex et Le Royaume des Mécréants. Je m'en serais pas mal, et Club du Mât. Voilà, tu vois, j'ai 4 livres. Après, en art, je suis très. J'adore Francis Bacon. Voilà. Donc, ce serait dans l'absolu Francis Bacon. Et en cinéma, ce serait. Alors là, je vais faire sauter les gens au plafond, mais c'est Roman Polanski. Désolé, mais voilà. C'est de loin mon réalisateur. Alors, d'ailleurs, j'ai fait un billet par rapport au scandale, ce genre de choses, et donc je remets Polanski à sa place. D'ailleurs, je ne me gêne pas de dire qui commence un peu à me gonfler lui aussi avec ses histoires. Mais ça empêche que c'est son cinéma que j'aime le plus. C'est-à-dire que Carnage, la Vénus à la fourrure, c'est des films que je peux revoir 5, 6 fois dans l'année. Hein. C'est pas un problème. Rosemary's Baby, évidemment. Voilà, c'est vraiment un réalisateur que j'adore. J'aime énormément aussi. Comment il s'appelle? Alors là, je suis désolé, j'ai un trou, mes enfants. C'est le réalisateur d'Amadeus. Tu vois, Milos ouais, Forman. Merci à mon agent qui vient de me souffler là. Qui vient de me souffler là. Milos Forman, voilà. ouais. Flint, Amadeus, Vol au-dessus un coucou. Enfin, voilà, c'était vraiment les deux grands réalisateurs que je sublimise et vraiment lui, Milos Forman est au top. Pour moi, c'est vraiment voilà. Ouais. Voilà, cinéma, littérature, musique, musique dans l'absolu Dépêche Mode, les Cure et Dépêche Mode. Ouais.
Justement, en parlant de référence, ça me fait penser à ça. Dans ton roman, tu utilises beaucoup de noms de groupes, etc., mais qui sont des déformations en fait de vrais groupes. Moi, ça Oui, m'a assez amusé à essayer de retrouver en fait les groupes où les musiciens originaux. C'est assez sympathique. Ça rajoute un petit peu de. je voulais en fait que tout le monde soit au même niveau de lecture, c'est-à-dire que c'est pas parce que je- n'importe qui ne connaît pas forcément tous les groupes que je cite, et c'est pas grave. Et justement, changer les noms, ça permettait aussi de créer une petite, comment te dire, une petite connivence avec le milieu métal et rock. Et en même temps, de dire aux gens qui ne sont pas dans ce milieu, vous voyez, c'est pas très grave, de toute façon, les personnages sont établis, certains sont fantasmés, des fois certains sont plusieurs groupes en même temps. Il y a des choses qui sont très, très mélangées. Mais comme ça, tout le monde est au même niveau de lecture, si tu veux, au même niveau de compréhension. Après, je trouvais que changer les noms, c'était un exercice très amusant pour moi. Et je suis très heureux d'ailleurs que les lecteurs trouvent ça, en général, me disent, ah, j'ai reconnu telle personne, tu vois. Donc, il y a Alice Cooper, il y a Marilyn Manson, il y a Black Sabbath, forcément, il y a, voilà. C'est quelques groupes déjà que je peux révéler. Maintenant, je les sors au bout d'un an, hein. Pendant un an, je les ai cachés. Pendant un Ouais. an, je n'ai jamais révélé qui était telle ou telle personne. Maintenant, je peux le dire parce que voilà, il y a le bouquin fait son petit chemin. Ouais. Et il y a des choses que j'ai vécues, que j'ai vécues. Par exemple, la scène de l'aéroport, je spoil un peu, mais il y a une scène dans un aéroport dans le roman. C'est ma rencontre avec Marilyn Manson. Elle est un peu, elle est un petit peu scénarisée, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Et la Excellent. discussion qui en a découlé. Ghost, par exemple. Ghost aussi fait une petite apparition dans le roman, enfin le chanteur de Ghost. Et en fait, cette discussion qu'il a à un moment en parlant de son groupe, c'est une discussion que j'ai réellement eue avec lui. Voilà, c'est des petites choses que j'ai mis. D'accord. Donc ça permet de créer une réalité aussi, enfin, ça donne quelque chose de très tangible, même si tu ne connais pas le groupe. Ça permet aussi d'ancrer dans le réel. Bien que l'histoire soit occulte, bien qu'il y ait des choses, il y a des morts, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le roman, mais ça permet de lui donner vraiment une forme presque réelle, vraiment tangible, possible. Voilà. C'est pas Hmm. surréaliste non plus. Ouais, je suis d'accord. Tu as fait un pèlerinage aux États-Unis, tu as fait une espèce de road trip aux États-Unis. Tu peux nous en parler un petit peu? C'est parti de quoi ça? Le road trip, alors, lequel? Celui de Los Angeles ou celui de New Ouais. York? Los Alors, on peut Angeles. parler des deux. Moi, j'ai suivi celui de Los Angeles, mais Alors, Los Angeles, en fait, c'était pour le tournage avec Enguerrand Prieux pour Rock'n'Roll Over. C'est un film, en fait, qui se passe dans les années 70 à Londres avec un groupe masqué. Et il y a des meurtres, il y a des morts et il y a une nana qui va absolument être la chanteuse du groupe. Et à la fin le film dure 1h10 et en fait, Enguerrand et moi, il avait un projet de documentaire avec des vrais rockstars dedans. Et au départ, le projet n'avait que 3 pages. Et il me refile, on se lie d'amitié et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble d'ailleurs. Et je lui ai fait le scénario complet du documentaire avec les rockstars qu'on aurait voulu, quoi. Et finalement, on a eu quelques-unes, quoi. On a eu Motorhead, on a eu quelques guitaristes d'Alice Cooper, on a eu la fille d'Alice Cooper qui est dedans aussi. En fait, on est parti à Los Angeles pour ça. Et donc, c'était pas un pèlerinage, c'était plus on était en mode travail, mais c'était très sympa parce qu'on était avec Dean Carr, qui est le photographe et réalisateur de nombreux clips, dont ceux de Marilyn Manson, de Korn. Il a fait des lives de Maiden aussi. Enfin voilà, c'est une très très grosse pointure. C'est un mec adorable, vraiment vraiment adorable. Et on a rencontré énormément de monde avec lui. Donc c'était un rêve. En plus, j'étais jamais allé aux États-Unis de ma vie. C'était un rêve de gosse d'aller sur Sunset Boulevard, d'aller au Rainbow Bar Grill. En plus, c'était le jour de mon anniversaire. Enfin, tu vois, c'était vraiment le rêve de gosse d'aller là-bas. Donc, mais on était en mode travail, donc on n'a pas trop visité. On est resté, je crois qu'on est resté que 5 jours finalement. Et après, je suis parti. Oui, à New York, c'était plus vraiment là en vacances, en mode vacances, 10 jours là-bas, à faire tout à pied. J'en ai fait même 2 billets tellement ça m'a marqué, tu vois, d'aller là-bas. Et là c'était génial. J'avais vraiment bien aimé l'ambiance. C'est à faire une fois dans sa vie. Et tu vois, je l'ai fait très tardivement. Il faut savoir que j'ai 46 ans. Voilà. J'ai tout fait entre 40, voilà, 40 ans, tu vois. Donc c'est et, très tardif. et du coup, toi qui es assez imprégné de la culture américaine, quel regard tu portes là sur les élections?
le carnage. C'était surréaliste, mais rien que Trump déjà soit élu, il a ouvert une porte, une porte où, en fait, c'est accepter d'être menteur, enfin, je vais dire méchant, désolé pour le mot aussi naïf que je puisse sortir, mais c'est ça qui me vient. Enfin, il ouvre vraiment la porte aux gens où tu as le droit d'être un gros con, en fait. Et plus tu es un gros con, et plus tu es agressif, et plus tu sors des énormités, et mieux c'est. Il y a toute une partie de la population américaine qui s'est reconnue dans cette personnalité-là. On a un peu les mêmes en France aussi, à d'autres niveaux, mais bon, même à la télé, quand tu vois certains présentateurs ou certains journalistes, tu te dis, mais faut arrêter, quoi. Mais non, les gens suivent, en fait, ça les conforte dans une certaine médiocrité. Et j'ai des amis aux États-Unis qui m'ont dit, moi, ce qui m'a choqué, c'est que tu avais carrément des dames, des dames d'un certain âge qui étaient dans la rue, et quand Trump est arrivé au pouvoir, elles disaient aux blacks de dégager, quoi. Mais tranquille, quoi. En fait, ils ont un problème avec la liberté. Eux, ils ont une liberté d'expression qui est complètement différente de la nôtre. C'est-à-dire que tu peux être ouvertement raciste sur les réseaux sociaux, dans la rue, tu peux vraiment être tu peux vraiment dire des horreurs ou faire partie du Troisième Reich si tu as envie. Enfin, c'est pas un problème. Par contre, tu touches pas à la religion. Nous, c'est l'inverse. C'est-à-dire que nous, les propos racistes, homophobes ou autres sont punis par la loi, et heureusement. Mais par contre, on a le droit de critiquer une religion ou dire qu'on n'y croit pas, et ça, c'est fondamentalement les deux choses, si tu veux. Et en France, on a un peu trop pris cette mode américaine de liberté d'expression, c'est-à-dire qu'en fait, tu te retrouves avec des commentaires sur les réseaux sociaux où les gens te sortent des énormités avec une agressivité gigantesque, et en plus, tu n'as pas le recul avec les réseaux sociaux. Combien de fois je me retiens des fois de répondre à des mecs, mais c'est aussi le truc instantané, c'est-à-dire que tu as une parole ou un propos qui te saute qui te fait sauter au plafond, et tu n'as qu'une seule envie, c'est de lui répondre, mais parce que tu n'as pas le recul. En fait, ça sert à rien de toute façon de participer, tu vois, de participer. On a voilà, comme je te disais, on a vraiment, je pense, cette mode américaine de liberté d'expression qui normalement ne devrait pas avoir lieu, quoi. Tu peux très bien avoir tes convictions, certaines choses, mais enfin, si tu veux, moi, je suis très, très choqué par l'attitude et les propos de certains en général. Parce que Trump a ouvert cette porte-là. Il leur a donné une légitimité qu'ils n'avaient pas avant, quoi. C'est admis, c'est complètement admis. C'est complètement admis. Si lui, il peut le faire, les autres peuvent le faire. En plus, il était président, donc tu penses bien. La plus haute fonction, si lui, il le fait, pourquoi pas moi? Ça conforte. Ça conforte dans une certaine attitude, qui n'est pas la meilleure. Donc, voilà. Ok, très bien. Merci en tout cas. Merci à toi. Je remercie vraiment les lecteurs qui m'envoient des retours réguliers. Donc ça, je suis très, très heureux. Je suis très, très heureux parce que je vois que ça touche énormément de gens. Que ça soit mais de diverses choses, que ça soit pour Sex Drugs, qui est un document sur l'attitude, les nouvelles attitudes, les changements d'attitude dans le milieu du métal et du rock. Que ça soit un thriller comme Sikourdoku ou même mes billets, tu vois, j'ai vraiment des lectorats assez différents. Certains se rejoignent, bien sûr. Mais voilà, j'ai des retours assez variés, ça me fait vraiment énormément plaisir, donc ça, je remercie tout le monde pour ça. Ouais, deux petites choses. Alors, premièrement, battez-vous pour ce qui est juste, ce que vous pensez juste, que vous soyez tous ceux qui font partie des opprimés, parce que les minorités, ça n'existe pas. Et un autre message pour les diffuseurs ou personnes qui souhaiteraient m'aider pour ce long métrage, évidemment un peu orienté dans tout ce thème qu'on a dit. Voilà, je suis disponible si des gens souhaitent travailler avec moi et m'aider à faire ce projet. Voilà, tout simplement.